Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de m'accueillir dans votre assemblée. Cet accueil, c'est un honneur particulier auquel je suis sensible et que je veux partager avec tous ceux qui s'engagent au quotidien dans les travaux du Conseil de développement. Je suis déjà venu m'exprimer devant vous à plusieurs reprises. Comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, cette expression est désormais inscrite dans la loi de la République. La loi d'août 2015, dite loi NOTRe, a en effet conforté les conseils de développement et consacré une pratique déjà habituelle ici. C'est dans le cadre de cette loi qu'un rapport d'activité est mis à votre disposition. Ce document retrace la vie du Conseil telle qu'elle se déroule au quotidien à travers nos rencontres, nos auditions, nos publications. Je ne vais pas en faire une revue détaillée, vous pouvez bien sûr vous y reporter. Je voudrais plutôt saisir cette occasion pour évoquer devant vous quelques points qui me paraissent majeurs dans l'activité du Conseil. Mais avant cela, je vais revenir sur ce point historique que vous avez vous-même évoqué, Madame la Présidente. C'est en effet en 1996, c'est-à-dire il y a tout juste 20 ans, qu'a été créée la conférence consultative d'agglomération, devenue par la suite Conseil de développement en application de la loi Voynet. Vos prédécesseurs, sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, créaient alors la première structure de participation citoyenne dans une grande agglomération française. Je fais ce rappel historique non pas comme un ancien combattant, que je ne suis pas, mais pour que chacun mesure le chemin parcouru. En 1996, vos prédécesseurs siégeaient dans une assemblée dénommée district, mot qui paraît bien désuet aujourd'hui. La démocratie participative n'était guère à l'ordre du jour, expression peu employée, voire inconnue de beaucoup. Je fais ce rappel historique pour montrer que Nantes et son agglomération avaient compris, il y a 20 ans, et avant beaucoup d'autres, que la question démocratique est majeure à l'échelle intercommunale. Vos prédécesseurs avaient compris que le gouvernement des territoires devait être renouvelé et que cela passait par une association des habitants au processus de décision. Alors ça paraît bien banal aujourd'hui d'énoncer ce type d'affirmation, mais en 1996, ça ne l'était pas. Sans tomber dans le chauvinisme territorial, il n'est donc pas inutile de rappeler que Jean-Marc Ayrault, président à l'époque, et les 19 maires des communes de l'agglomération avaient eu en 1996 une belle capacité d'anticipation politique. Aujourd'hui, le paysage participatif s'est enrichi et je sais, Madame la Présidente, l'importance que vous attachez à l'idée de co-construction des politiques publiques et à la nécessité d'associer toujours plus les habitants à la décision. Ce dialogue citoyen, tel qu'il est mis en œuvre avec le vice-président Fabrice Roussel, notre interlocuteur régulier, que je salue aujourd'hui, permet une large expression des habitants. La formule du grand débat sur la Loire en témoigne. Celui organisé actuellement sur la Sèvre par la commune de Vertou l'illustre aussi à une autre échelle. L'agglomération nantaise dans son ensemble reste ainsi en pointe sur la question de la participation citoyenne. À titre personnel et pour participer à diverses manifestations nationales, je peux témoigner du grand intérêt que suscitent toujours les expériences nantaises. Ce rappel historique étant fait, je voudrais en venir à plusieurs éléments de l'activité du Conseil, en commençant d'abord par la question du plume. Le plan local d'urbanisme métropolitain et plus particulièrement le projet d'aménagement et de développement durable a occupé une large place dans l'activité du Conseil sous le pilotage de Michel Jouvet, que je veux citer tant il est investi sur cette question. Les initiés parlent de PADD du plume. On notera au passage l'absence de poésie et le caractère particulièrement peu vendeur de ces expressions, dès lors qu'on veut en discuter avec les habitants. Mais au-delà du jargon technique, ce travail de proposition autour du PADD a constitué l'occasion de nouer une relation étroite et efficace avec Pascal Prat, le vice-président chargé de ce dossier. Cette collaboration est un bon signe pour la qualité de la concertation et je tiens
à le souligner. S'agissant de nos propositions, le Conseil de développement pourrait d'ailleurs réclamer des droits d'auteur. Nous avons en effet indiqué qu'il fallait renouveler le vocabulaire, notamment sur la question de la densité urbaine. Et nous avons proposé le concept de ville rapprochée sur la base d'une idée simple. On ne fait pas le bonheur des gens en les entassant, mais ils peuvent être heureux de se rapprocher et c'est ce qu'ils font en permanence. Je constate aujourd'hui, avec plaisir, que l'expression « métropole rapprochée » fait florès dans les documents métropolitains. Attention cependant à ne pas le suremployer au risque de le vider de son sens. Cette question de la densité a évidemment occupé nos débats. Nous avons souhaité insister sur la nécessité de dépasser la question du pour ou contre. La vraie question est plutôt celle du comment. La densité urbaine, c'est une sorte de pléonasme. L'urbain est dense par définition, mais ce qui est en jeu, c'est la qualité de cette densité. Il faut sortir des débats plus ou moins idéologiques, de l'individuel contre le collectif. Il est inutile de répéter sans cesse aux habitants, comme à des enfants, qu'il faut densifier. Ils le savent très bien, et d'autant mieux que le besoin de logement concerne aussi leur propre famille. Le discours martelé est parfois contre-productif, d'autant que, grâce à Google Maps, l'habitant perçoit très bien que les chantres du collectif densifié sont souvent adeptes de l'individuel pour leur propre compte. Il y a donc un enjeu majeur de qualité de l'offre urbaine, d'embellissement de la ville. La densité de la ville doit la rendre plus agréable pour ses habitants, mais aussi et plus facile à vivre. Il ne s'agit pas que de hauteur d'immeubles, mais aussi de qualité de vie commune, de mobilité, de commerce. La métropole montre d'ailleurs régulièrement que c'est possible. Sans vouloir décerner des bons points, la ZAC du Vallon des Garettes à Orvault, que le Conseil a pu visiter avec Joseph Parpaillon et Monique Maisonneuve, en est une illustration. À une autre échelle, une visite de la commune de Sautron avec Madame Gessant a permis de mesurer l'action des élus dans ce domaine. Nous irons aussi dans d'autres communes, et notamment bientôt à Saint-Jean-de-Boiseau, pour observer comment le vice-président en charge de ces questions à la métropole comprend le discours en tant que maire sur sa propre commune. La qualité urbaine est un enjeu énorme pour l'avenir. Il s'agit de prévenir le risque de quartiers uniformisés qu'on rencontrerait à l'identique partout, un peu comme ces quartiers commerciaux qui rythment l'entrée des villes. Il y a une grande responsabilité des élus aujourd'hui pour bâtir un espace urbain qui se densifie intelligemment et qui résiste à l'uniformité. Cette qualité urbaine fonde d'ailleurs une autre de nos propositions majeures, celle de la broderie territoriale. Le temps des élus denteliers est arrivé, tournant le dos aux approches standardisées. C'est le sens de notre proposition de développer la territorialisation pour tenir compte des diversités locales et pour s'affranchir des limites communales. La construction métropolitaine a tout à y gagner et nous constatons que les orientations prises vont dans le bon sens. Au-delà des questions réglementaires, le PLUM est une sorte de projet de territoire, un projet de société au niveau local avec des aspirations variées, changeantes, voire contradictoires. Pour y répondre, la planification classique trouve ses limites. Je parle de cette planification qui correspond à une culture de l'avenir voulu et bien souvent de l'avenir unique. La société contemporaine appelle des avenirs multiples, c'est-à-dire la mise en lecture et en débat de perceptions variées des groupes sociaux et des institutions. Certains ont un rêve de village dans des espaces urbains, quand d'autres, plus loin aux franges de la métropole, rêvent de services de ville dans des espaces ruraux. Faire de la dentelle dans l'aménagement du territoire est donc aujourd'hui une nécessité. Et c'est une tâche complexe pour les élus parce que la notion
d'intérêt général est réinterrogé en permanence. Nous avons aussi indiqué que le PLUM est un projet destiné à fabriquer du commun métropolitain, à créer de l'appartenance. À ce titre, il peut avoir des conséquences sur la gouvernance et l'organisation territoriale. Cela concerne l'évolution des compétences communales, des pôles de proximité et aussi le rapport avec les intercommunalités voisines. Nous avons essayé aussi de porter un regard distancié en indiquant qu'un projet d'aménagement métropolitain doit prendre en compte les grandes évolutions sociales. Si la ville a tendance à s'étaler dans l'espace, elle s'étale aussi dans le temps. Cette ville des nouveaux rythmes urbains a des conséquences en matière d'aménagement. Il faut s'interroger aussi sur ces nouveaux rapports à la propriété qui émergent, sur les mutations numériques qui changent la vie quotidienne et le rapport au territoire. Le smartphone est parfois un meilleur régulateur des flux de mobilité que les infrastructures lourdes. À ce titre, l'application Nantes dans ma poche est un élément essentiel qui ne demande qu'à devenir la métropole dans ma poche et dont les services rendus pourraient être largement étendus. Nos propositions pour le PADD ont fait l'objet d'une large diffusion et l'on y retrouve un ensemble de préconisations dont vous avez déjà pu prendre connaissance. À ce stade, je voudrais redire, Madame la Présidente, que les échanges avec la métropole, qu'il s'agisse des élus ou des services, ont été marqués à la fois par une grande liberté et un grand sérieux. Mon deuxième point porte sur la nécessité de penser la métropole. L'aménagement de la métropole, vous le voyez, est au cœur de nos réflexions. Mais cette métropole s'inscrit dans un environnement humain qui la perçoit de manière contrastée. La métropole a besoin d'être mieux définie, mieux identifiée. Elle a besoin d'être pensée. Dans cette Assemblée, comme au Conseil de développement, le mot de métropole ne fait pas débat. On ne se pose même pas la question de sa définition. Et pourtant, chez nos concitoyens, les choses sont beaucoup moins claires. Le mot métropole, qui ne nous semble pas souffrir discussion, est en fait assez flou. L'usage des mots métropole et métropolitain prête souvent à confusion parce qu'ils peuvent désigner tour à tour des institutions ou des territoires. Parle-t-on de l'institution Nantes Métropole ou d'une métropole nantaise prise comme un territoire d'attraction plus vaste? Parle-t-on de pôle métropolitain, de métropole Nantes-Saint-Nazaire, avec ou sans Sud-Loire? On peut ajouter à cette confusion d'autres sens du mot métropole, celui du territoire continental par rapport à l'outre-mer, ou encore celui qui désigne une grande ville à l'échelle mondiale. Comment s'y retrouver? Comment le citoyen peut-il s'approprier ce territoire dans lequel il vit au quotidien, mais dont il identifie assez mal la gouvernance? Nous avons donc engagé une réflexion sur la question de l'appropriation du fait métropolitain et plus largement de la citoyenneté métropolitaine. Quels sentiments développons-nous par rapport à ce territoire? Se sent-on métropolitain autrement qu'en consultant sa feuille d'impôt? Se sent-on métropolitain de la même manière selon qu'on vit dans le cœur de Nantes, dans un quartier populaire ou dans une commune plus excentrée? S'agit-il de citoyenneté ou simplement d'appartenance? Y a-t-il un civisme métropolitain? Avons-nous des devoirs vis-à-vis de la métropole? Il y a beaucoup de questions à poser, comme vous le voyez, y compris des questions qui peuvent déranger. Comment parler de dialogue citoyen à l'échelle de la métropole et organiser des dispositifs de participation à l'échelle communale? Pourquoi un citoyen s'investirait-il dans un mode de dialogue pour finalement comprendre que la discussion se joue ailleurs? Quand on fait, au sein du Conseil de développement, un exercice qui consiste à associer des mots ou des expressions au mot métropole, le résultat est parlant. Ce qui revient, d'un côté, c'est déficit démocratique, éloignement, mais de l'autre, c'est aussi dynamisme et développement. C'est cette dualité qu'il nous faut analyser.
Dès lors, comment réinventer en permanence un dialogue avec les citoyens de la métropole, sachant que la question du suffrage universel direct reste toujours en débat à l'échelle nationale? Le Conseil de développement a souvent dit, et je l'ai moi-même exprimé devant cette Assemblée, que les élus intercommunaux ont besoin du suffrage direct. Le système du fléchage est peu lisible pour les citoyens. Je sais bien qu'il ne suffit pas d'affirmer des grands principes démocratiques et qu'il faut composer avec les réalités institutionnelles et administratives complexes. Mais à l'heure où on déplore beaucoup la défiance des citoyens vis-à-vis de la chose politique, il est indispensable d'introduire de la clarté. Et en matière institutionnelle, cette clarté ne saute pas vraiment aux yeux. Dans le processus métropolitain, la place des communes est forcément interrogée. Je suis moi-même, comme tous les Français, attaché à cet échelon qu'est la commune. Mais ça ne doit pas empêcher l'évolution. La commune est effectivement la cellule de base de la République depuis la Révolution, mais elle peut évoluer. D'ailleurs, les nombreuses fusions ici ou là en France l'attestent. Si on raisonne par analogie, la famille est aussi la cellule de base de l'organisation sociale, et j'y suis attaché autant qu'à la commune. Pourtant, elle a beaucoup évolué, et celle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la famille des années 60, ni en termes d'organisation, ni en termes d'autorité. Pour rester vivante, la commune devra donc aussi évoluer et tenir compte d'un nouveau paysage, particulièrement s'il s'agit d'un paysage métropolitain. Les territoires et leurs institutions sont comme la pensée, ils ne doivent pas être figés. Les attachements évoluent et les citoyens vivent aujourd'hui des vies multiples dans un grand puzzle territorial. Ils évoluent dans un ensemble de réseaux, de flux, d'espaces virtuels qui transcendent allègrement les frontières et les territoires institutionnels et traditionnels. La gouvernance moderne, c'est de savoir piloter ce processus de mutation en tenant compte à la fois de l'histoire organisationnelle et de l'évolution des modes de vie. Sur ce thème de l'appartenance métropolitaine, nous ferons part de nos propositions en 2017, avec le souci, comme d'habitude, du décalage et sans s'interdire de sortir des sentiers battus. Comment renouveler les espaces du débat public en transcendant les frontières communales? La concertation pour le PAD a marqué des progrès importants sur ce point. Ira-t-on plus loin? Comment faire demain de l'espace métropolitain un véritable espace politique au sens fort et pas seulement un espace de coopération entre communes, si utile soit-il aujourd'hui? Quelle place peut être laissée à l'expérimentation quand le territoire de l'habitant n'est jamais tout à fait celui du décideur? Peut-on inventer de nouveaux modes de gouvernance, thématiques ou ponctuels, sur des périmètres adaptables ou changeants? Quelles sont les conséquences institutionnelles pour demain? Nous entendrons, comme on le fait habituellement, des chercheurs, des experts pour creuser cette question. Cette réflexion sur la notion de citoyenneté métropolitaine nous paraît essentielle parce qu'elle doit contribuer à lutter contre les réflexes de défiance. Introduire de la clarté sur le qui fait quoi et surtout sur le pourquoi on fait ça est indispensable, faute de quoi on s'expose à la montée de sentiments anti-métropolitains qui s'appuieront sur le manque de transparence. Comme l'Europe, la métropole n'est pas bonne en soi, elle doit s'incarner dans un bénéfice pour celui qui y vit. Or, la métropole n'est pas que richesse, attractivité et croissance, elle peut aussi générer de l'inégalité et de la frustration. Penser la métropole, c'est aussi élargir le débat public. Je vous l'indiquais au début de ce propos, le Conseil a 20 ans. Né dans un paysage participatif quasi vierge, son positionnement a évolué aujourd'hui au milieu d'une grande variété d'outils participatifs. Ces outils témoignent d'une avancée démocratique réelle. Ils ont permis l'association de certaines catégories de la population au processus de la décision. Ils ont constitué une forme d'école de la citoyenneté. L'efficacité démocratique peut néanmoins être questionnée, car la demande de débat et d'intervention des habitants continue de progresser sans toujours trouver satisfaction.
Il y a eu un vieillissement prématuré du mot participatif et l'on aboutit à cette situation paradoxale qui voit cohabiter une demande d'intervention citoyenne grandissante avec une défiance de plus en plus importante vis-à-vis des institutions. Les travaux que nous conduisons chaque année avec les jeunes volontaires du service civique nous montrent que cette défiance devient inquiétante. Cette défiance s'exerce d'ailleurs aussi entre les individus eux-mêmes dans une société archipélisée. Je plaide à titre personnel pour renouveler le concept de participation. Nous avons besoin d'élever notre niveau de formation et d'information citoyenne pour dépasser la seule expression individuelle ou catégorielle. Nous avons besoin d'outils du débat public permanent pour une réflexion sur le temps long. C'est le sens que nous donnons aujourd'hui au Conseil de développement, celui d'une université prospective qui permette aux citoyens de penser son intervention dans la sphère de la décision publique. Nous pouvons fabriquer de la qualité citoyenne par la formation et l'information, au-delà du seul recueil des attentes des uns et des autres. Nous essayons finalement, à notre manière, de revisiter un vieux concept, celui de l'éducation populaire. Cela se traduit aussi dans les multiples auditions que nous organisons. Cela se traduit encore dans la coopération que nous avons engagée avec la revue Place Publique et le CCO à travers la manifestation Questions publiques. En novembre prochain, nous en serons à la 50e édition. Nous avions commencé en recevant Alain Supiot. Nous avons continué avec des économistes, des philosophes, des sociologues, des journalistes, des écrivains, et même le président du Football Club de Nantes, que j'ai eu du mal à classer dans une de ces catégories. En novembre prochain, Questions publiques sera consacrée aux 40 ans de la Tour Bretagne pour évoquer l'avenir de cet objet urbain, un peu délaissé et qui constitue pourtant un élément du patrimoine urbain, du patrimoine métropolitain. Ce besoin d'élargissement du débat public s'incarne assez bien aussi dans les grands débats initiés depuis 2014 par la métropole. C'est une vraie avancée de pouvoir débattre dans le temps long avec une approche qui mélange l'expression individuelle, celle des associations, celle des experts. Des frustrations peuvent toujours subsister, c'est la loi du genre, mais la qualité du débat portera des fruits à long terme. Pour que la co-construction existe, elle doit s'opérer dans le cadre d'une grande exigence intellectuelle, celle qui offre les conditions de la connaissance des dossiers et des enjeux. La métropole a réalisé des avancées très importantes depuis 2014 sur ce point et elle mérite d'être confortée. Si la métropole a besoin d'être pensée, elle a aussi besoin d'être testée au quotidien. Il est en effet nécessaire de mesurer les écarts qui peuvent exister entre le discours métropolitain et la pratique des habitants sur le territoire. Nous avons d'ores et déjà fait 2 expériences. L'une sur le franchissement de la Loire en transport collectif. L'autre pour faire ses courses en vélo dans le cœur de la ville. En coopération avec les associations concernées, ANDE, Place au Vélo, commerçants de l'association Plein Centre, ces expériences n'ont pas pour objet de distribuer des bons et des mauvais points, mais bien de repérer ce que sont les nouvelles réalités urbaines et les comportements qui y sont liés. Le vélo, par exemple, a une très faible part de marché de la mobilité urbaine. Monsieur le vice-président en charge des transports pourra le confirmer. Mais il est révélateur d'un mode particulier d'appréhension du territoire. Finalement, pas si éloigné que ça de celui de l'automobiliste, d'ailleurs. Dans la mesure où, finalement, il s'agit d'appréhender une ville comme on veut, quand on veut. Alors que les transports collectifs correspondent, eux, à une ville plus régulée. Il est essentiel de mesurer concrètement les changements de comportement individuels et surtout la nouvelle ville qu'ils dessinent. Le vélo n'est pas qu'une affaire de jeunes urbains diplômés et de paniers d'osier pour aller chez la fermière ou à la MAP la plus proche. C'est une tendance qui peut éclairer des choix urbains. On peut faire du vélo autant pour des raisons économiques qu'écologiques. Nous souhaitons continuer à pratiquer ce testing de la métropole sur d'autres sujets
par des tests in vivo, mais aussi par des découvertes de nouvelles pratiques. Nous visiterons ainsi, dans les semaines qui viennent, plusieurs expériences réalisées à Nantes dans le domaine de l'habitat participatif. Cela passe aussi par une réflexion engagée sur les temps de la vie et les temps de la ville, sur les nouvelles attentes en matière de santé et de bien-être, dont nous aurons l'occasion de reparler. Je voudrais enfin terminer mon propos par un point d'alerte. Ce point d'alerte concerne les conditions de l'exercice de la démocratie contemporaine. Nous devons aujourd'hui analyser en profondeur une réalité citoyenne de plus en plus complexe et qui rentre de moins en moins dans les schémas classiques. Le beau mot de citoyen devient peu à peu un mot valise. Il y a une forme de religiosité autour de certains mots et expressions qui finit par masquer le réel. Aujourd'hui, un mouvement, dès lors qu'il s'attribue le qualificatif de citoyen, bénéficie d'un préjugé favorable alors qu'il peut abriter une défense d'intérêts très spécifiques ou servir de cache-sexe à une action militante très ciblée. Dès lors se développe une forme d'idéologie de la participation qui peut conduire à en faire un projet politique en soi. Les initiatives citoyennes seraient par nature vertueuses et les institutions seraient forcément déplacées. L'écho médiatique autour du village de Saillant, expérience passionnante mais limitée à un territoire restreint, est révélateur de ce phénomène. La démocratie représentative est certes chahutée, interrogée, contestée, voire malade, mais elle reste, comme disait Churchill, le moins pire des régimes. Dans cette société d'individus autonomes, chacun se sent de moins en moins représenté, même peut-être n'a-t-il plus envie de l'être. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut interroger vigoureusement le système démocratique représentatif pour le faire évoluer. Je pense que la question du tirage au sort n'est pas une question taboue, qu'il faut une réflexion de fond sur ces grandes interrogations. Et je crois avant tout à la modération, au refus des systématismes et des solutions militantes clés en main. Sur le thème de la démocratie, nous avons besoin de pensée, de recherche, de débat, plutôt que de slogans. La démocratie participative, c'est d'abord un état d'esprit, une volonté, une manière d'évoluer et d'intervenir dans la sphère publique, une capacité à s'inscrire dans le temps long. Les conseils de développement sont des outils du débat, de l'expression libre, de la formation et de l'information des citoyens. Ce ne sont pas des outils militants pour telle ou telle cause. Ce ne sont pas des outils... Excusez-moi, il faut veiller à conserver ce positionnement et l'expérience montre que c'est une vigilance nécessaire. La bonne santé de la démocratie a besoin de projection dans l'avenir et donc de prospective. Dans le cadre de la démarche Ma ville demain, qui remonte déjà à 2011, nous avions indiqué et insisté sur la nécessité de passer du je au nous, de ma ville à notre ville, et de la nécessité de fabriquer du commun. Cette tâche n'est jamais achevée, alors que la fragmentation sociale continue de progresser. C'est la raison pour laquelle, dans notre contribution à Ma ville demain, nous plaidions pour une démarche prospective permanente qui permette de débattre en tout temps et en tout lieu, et surtout de parler d'avenir. La discussion et l'échange ne sont pas des pertes de temps, elles participent à l'équilibre social. Les élus sont en charge de l'action, c'est leur mission et leur honneur, mais cette action ne peut plus être déconnectée d'un débat permanent. C'est inconfortable, parfois irritant, ça peut ralentir les processus de décision, mais c'est la condition de la réussite de l'action publique. C'est d'autant plus nécessaire que l'autonomie grandissante des individus les rend plus exigeants et plus hétérogènes que jamais. Et cette exigence des citoyens peut s'apparenter souvent à celle de consommateurs, pour lesquels les politiques publiques ne sont pas au service du plus grand nombre, mais doivent répondre à des besoins individualisés. Dès lors, les conflits peuvent apparaître très facilement et aucun territoire n'est épargné par ce phénomène. La démocratie réside dans la capacité de chacun à influer sur le processus de décision. Mais elle est aussi une exigence de partage, de vie en commun
et pour tout dire de civisme dans un espace qui garantisse la liberté de chacun. La tâche des élus ne consiste pas seulement à gérer de l'action publique. Ils doivent, plus que jamais, proposer des chemins qui tiennent compte des citoyens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on les rêve. Nous avons toujours la faiblesse de penser que la démocratie est un horizon indépassable, mais l'équilibre est très fragile. Et dans les situations complexes dont le débouché démocratique ne paraît pas clair, le risque est qu'à la fin, ce soient des idées autoritaires qui gagnent. L'atout de Nantes, c'est d'avoir su créer les conditions d'une association continue des citoyens au processus de décision, en faisant évoluer les dispositifs. Rien n'est parfait ni idéal, et la vie publique n'est pas un long fleuve tranquille. Mais une certaine qualité de débat existe ici, dans la métropole et dans les communes, quelle que soit leur sensibilité. Depuis 2014, Madame la Présidente, vous avez incarné le nouveau souffle de cette démocratie à la nantaise, qui était le titre d'un ouvrage de mon prédécesseur, Jean-Joseph Régent. C'est un bien commun précieux qui doit continuer à nous rassembler. Je vous remercie de votre attention.